Bien, donc on vous a parlé un peu de comment implémenter. Hein. Célia Texier vous a un peu expliqué les moyens d'implémenter. Maintenant, il s'agit de suivre l'implémentation et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de d'essoufflement de l'activité RAC. Dans le titre, il y avait marqué labellisation. Je fais une seule diapo sur la labellisation. Le groupe GRACE labellise des centres. C'est une labellisation qui est gratuite pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Et c'est une labellisation qui est renouvelable tous les ans, moyennant un cahier des charges. Vous voyez ici une partie du cahier des charges qui est très strict. Et on envisage même de programmer des visites dans les centres labellisés pour vérifier la véracité de ce qui est déclaré. Donc ici, vous avez une idée des centres qui sont labellisés dans différentes spécialités dans le cadre du projet de GRACE. Et ce qu'il faut retenir dans ce cadre de labellisation, c'est que le label Centre GRACE n'est ni la panacée, ça ne veut pas dire que vous faites bien la RAC, et ce n'est pas un label qui est donné à vie, c'est un label qui est d'une année renouvelable. Et nous avons par exemple la dernière année délabellisé pratiquement 50% des centres qui étaient labellisés l'année d'avant, essentiellement des centres privés qui n'ont pas vraiment rempli le cahier des charges l'année d'avant. Alors maintenant, comment soutenir l'implémentation d'un protocole RAC? Je vous montre ici une étude qui date de 5 ans, qui est une étude de toutes spécialités confondues, qui s'est intéressée à l'implémentation et l'évolution dans le temps de l'implémentation. Et cette étude, qui est une étude systématique, revue systématique, a montré quelque chose qui fait un peu peur. C'est que 50% des recommandations ne sont plus suivies à 1 an. Toutes spécialités confondues. C'est-à-dire quand on met en place une innovation, quand on fait des recommandations de pratique clinique, déjà une partie des chirurgiens ou des anesthésistes ne suivent pas ces recommandations d'emblée, et même ceux qui suivent les recommandations, au bout d'1 an, 50% des recommandations ne sont pas suivies. Et ça s'est vérifié dans différentes études qui ont été publiées après. L'illustration, c'est par exemple ici la chirurgie ambulatoire, la chirurgie RAC. Vous voyez ici 4 études, 2 études de GRACE et 2 études anglaises et danoises qui ont montré ici une évolution. Vous voyez en rouge la diminution de l'implémentation, le taux d'implémentation à 2 ans et à 3 ans. Et donc on observe dans ces études-là sur de grands effectifs une diminution de l'implémentation au bout de 2-3 ans, et je vous montrerai à la fin de cette présentation les recommandations de GRACE pour éviter cela. Donc c'est un fait, il y a un essoufflement de l'implémentation de la RAC, comme d'autres prises en charge, au fil du temps dans ce cadre. Les raisons sont multiples. D'abord le contexte, parfois la charge de travail, les ressources, il y a moins d'infirmiers, il y a des infirmiers qui arrivent, qui sont jeunes, il y a des remplaçants, etc. Le bénéfice de l'innovation qui ne peut pas être évident au début ou qui n'apparaît pas au fil du temps, et des facteurs humains tels que le désengagement des leaders, je vous en parlerai, et le désintérêt des soignants. Donc tous ces facteurs-là font qu'au bout d'1 an, 2 ans, il y a un essoufflement de l'implémentation de la RAC. Il s'agit de les analyser, il s'agit d'éviter que cela n'arrive. Alors comment éviter l'essoufflement? Je ne parlerai pas de méthodes très complexes, hein, des moyens de mettre en place les recommandations de pratique clinique, ça dépasse un peu le cadre de ce sujet. Il y a 2 facteurs pour éviter un essoufflement de l'implémentation. D'abord la motivation, essentiellement la motivation des leaders, et l'audit systématique de ce que nous faisons. Et cet audit avec un rendu systématique de ce qui est pratiqué au quotidien est le meilleur moyen d'éviter l'essoufflement dans le temps. Alors les leaders, tout à l'heure Célia vous a parlé du binôme leader, moi je parlerai de trinôme leader. Parce que l'infirmière est essentielle, notamment quand il s'agit d'une infirmière RAC, et vous voyez que j'ai mis l'infirmière, ça peut être l'infirmier aussi, hein, en plus grand par rapport au chirurgien et à l'anesthésiste. Sans ce personnel, ça ne marchera pas. Je n'ai pas mis le patient, mais généralement le patient ne pose pas trop de problèmes concernant l'implémentation. Il suffit de lui expliquer, il est participant et il est acteur de ses soins, ce n'est pas lui le véritable problème, ce sont les soignants. Et donc l'infirmière est
très importante dans le cadre quotidien pour éviter cet essoufflement de l'implémentation de la RAC. Maintenant, l'audit fait partie de la RAC. Toutes les recommandations, au-delà des items, faites ceci, faites plutôt cela, charge glucidique, perfusion, sonde, drap, etc., il y a l'audit. Et d'autant que l'audit fait partie des critères de la bonne pratique professionnelle. Je vous montre ici le décret de 2005, mais toutes les recommandations vont dans le sens d'un audit automatique qui fait partie des APP, des analyses de pratique professionnelle dans le cadre de notre métier. Donc quand on fait une implémentation et qu'on suit l'implémentation, quels sont les critères pour évaluer cette implémentation dans le cadre de la RAC? D'abord, on peut évaluer la morbidité globale. On sait que toutes les études maintenant le montrent, 40 à 50% de diminution de la morbidité globale avec la RAC. On peut évaluer la durée de séjour, on en a parlé ce matin. On peut évaluer la différence entre durée réelle et durée théorique, c'est-à-dire les malades qui sont sortants mais qui ne sortent pas pour des problèmes d'organisation. On évalue le degré d'application, c'est ce qu'on appelle l'implémentation, qui doit être supérieur, dans le meilleur des cas, 70%, 80% même. Il faut toujours tendre à cela, je vous en parlerai. Et des critères secondaires, le taux de patients bénéficiant de la RAC, etc. Donc on a des moyens d'évaluer l'implémentation au quotidien et des moyens qui sont généralement fournis par les audits. Alors les systèmes d'audit, il y en a quelques-uns à travers le monde, au Royaume-Uni, un audit de la société ERAS, au Canada et dans les pays francophones, l'audit de GRAS. Et vous voyez à droite le coût de ces audits. La plupart des audits, sinon tous, sont payants, sauf GRAS, parce que nous avons considéré qu'on ne peut pas demander à nos collègues de modifier leurs pratiques et d'évoluer tout en payant pour cela. Il faut que ce soit gratuit. Et pour les encourager à s'auditer et à faire évoluer leurs pratiques. Donc le seul audit qui est gratuit, c'est l'audit de GRAS qui est séparé, qui est indépendant de l'état de membre de GRAS, de l'association GRAS, etc. Nous avons fait exprès de séparer l'audit de l'association GRAS. Vous voyez ici un comparatif en gros, mais qui montre un peu la même chose, hein, entre l'audit de GRAS qui est soutenu par Encare. C'est une société, c'est une start-up qui aide ERAS à mettre en place l'audit. Et vous voyez que c'est un peu la même chose. On voit le taux d'implémentation. À partir de 10 patients, on a le taux d'implémentation. Les barres à droite de GRAS, les barres vertes sont ce que nous faisons, chacun. Et les lignes noires, c'est ce que fait l'ensemble des participants de manière anonyme. Et on peut ainsi avoir un auto-audit, c'est-à-dire, vous voyez ici dans les post-opératoires, j'ai pris l'exemple de 125 hystérectomies de l'équipe de Clermont. Vous voyez la détection de l'anémie, par exemple, dans les préopératoires. Je ne sais pas si vous lisez, vous arrivez à lire. La détection de l'anémie, elle n'est pas bien faite à Clermont-Ferrand par rapport à l'ensemble des participants à l'audit. Il y a d'autres items qui sont mieux faits, l'optimisation du remplissage, vous avez au milieu ici des items péropératoires, qui est mieux fait à Clermont-Ferrand. Et ainsi, on peut s'évaluer, s'auto-évaluer et s'hétéro-évaluer dans ces pratiques. C'est le principal intérêt de cet audit. Et dès qu'on a cette vision-là de nos pratiques, on peut organiser une réunion de l'équipe pour dire voilà, l'anémie n'est pas suffisamment détectée, comment on peut faire pour qu'elle le soit avec les anesthésistes, etc. Et c'est l'intérêt de l'audit qui, je vous le répète, fait partie du protocole de RAC. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre l'audit d'ERAS et l'audit de GRAS, parce qu'on m'a demandé de le montrer. Vous voyez ici le tableau qui vous montre une comparaison des deux. Alors, les deux sont un audit et une base de données. Cette base de données peut être téléchargée et les items sont la propriété de chaque centre. Chaque centre peut télécharger les données sous forme Excel et les évaluer, les analyser, etc. La langue ERAS est en anglais et GRAS est en français avec un item colorectal en anglais. On va l'étendre pour nos amis canadiens. Le principe, c'est un compagnonnage scolaire dans le cadre d'ERAS, c'est un accompagnement dans le cadre de GRAS, c'est-à-dire GRAS
peut lancer le projet, vous aider au début et ensuite elle est sollicitée en cas de besoin. Elle ne fait pas d'intervention systématique répétée au cours des premières années. Parce que nous ne sommes pas très nombreux, nous ne pouvons pas le faire. Et on compte sur vous parce qu'on imagine que nous sommes tous adultes. Il y a donc un séminaire la première année, 4 séminaires la première année et comme je vous l'ai dit, un seul et puis à la demande avec grâce. Les dossiers pour s'auto-évaluer au début, faire un état des lieux, 50 pour ERAS, 10 pour grâce. Et ensuite, c'est pratiquement pareil. Le rendu de l'implémentation, il est fait sous format de figure ou sous format de tableau Excel. L'idée RAC est importante et vous voyez tout en bas le coût. Le coût d'ERAS, c'est 20 000 € par an et le coût de grâce, c'est 0 €. Et en fait, on retombe sur les 7 différences, c'est un petit clin d'œil, cette différence entre ERAS et grâce. Voilà ce que vous donne l'audit de grâce. Vous avez une courbe qui fait le lien entre taux de complication et nombre d'items implémentés. Et vous voyez très bien à gauche que plus on implémente d'items, plus le taux de morbidité diminue. Pareil pour la durée de séjour, plus on implémente d'items, plus la durée de séjour diminue. Et vous n'avez pas mieux que ça pour aller voir votre direction et leur dire, voilà, pour bien implémenter, il nous faut quelqu'un qui nous aide à implémenter, une infirmière RAC par exemple. L'administration sait très bien que pour avoir un effet sur le plan médico-économique, il faut investir par exemple sur le poste d'une infirmière et cela le montre très bien. L'autre donnée qui est fournie par l'audit de grâce, c'est l'évolution dans le temps. Et ça, c'est très important pour détecter un essoufflement de l'implémentation. Vous voyez des items qui sont stables, qui augmentent, etc. Et vous pouvez choisir l'item que vous voulez évaluer de manière très facile. L'autre intérêt de l'audit de grâce, c'est qu'il vous donne un genre de benchmarking, c'est-à-dire que s'affiche automatiquement sur la page de votre audit les 25% meilleurs résultats de l'ensemble des participants. C'est-à-dire les 25% meilleurs élèves, entre guillemets, s'affichent. Et donc, ensuite, vous voyez ici vos données en gris et vous pouvez vous comparer aux meilleurs élèves. Et vous pouvez tenter à approcher ces résultats-là plutôt que d'être dans la médiane ou dans la moyenne. Donc, le benchmarking, c'est très important pour améliorer ces pratiques et c'est fourni de manière systématique. Vous voyez ici, par exemple, l'exemple de Clermont, le pourcentage de réintervention, de complications, le taux de complications sévères, pas sévères, et vous vous comparez au benchmark. Alors, concernant l'audit, les recommandations que nous avons déjà publiées sur le site de Grâce Audit, c'est qu'il faut faire un audit systématique de plus de 50% des patientes dans votre situation de gynécologue pendant les 3 premières années. Il faut inclure plus de 50% pour faire un bon audit. Au-delà des 3 ans, il faut faire en insu, pendant 1 mois ou 2 selon la fréquence de la pathologie, un audit sans que les gens le sachent et leur donner les résultats de l'audit. Ça peut être un mois de mars, ça peut être un mois d'octobre, peu importe, c'est organisé localement, mais un audit en insu et ensuite un rendu de l'audit. Il faut un rendu systématique de l'audit tous les ans pour que les gens voient où ils en sont. Et au-delà de 10 ans, on pense que c'est bon. Et en fait, même moi qui suis très impliqué dans la RAC, comme vous pouvez l'imaginer, il y a 1 ou 2 semaines, une cholécystectomie simple était à jeun depuis la veille. Donc vous voyez qu'il faut toujours se battre parce que l'infirmière, c'était une nouvelle infirmière, on n'a pas eu le temps de la former. Donc l'audit doit être systématique, un audit pendant 1 mois, 1 fois par an, je ne crois pas que ce soit très lourd même sur le long terme. Donc en guise de conclusion, 2 messages. D'abord, la motivation des leaders, très importante. Et ensuite, l'audit, comme je vous l'ai dit, de manière systématique, plus de 50% des maladies de 3 premières années, ensuite 1 fois par an. Merci de votre attention.